Remue Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. La contestation du système de parrainage pour la prochaine présidentielle et la manifestation de l'opposition prévue le jour du vote à l'Assemblée nationale, la mise en examen de l'ancien président français Nicolas Sarkozy et ses dégâts collatéraux au Sénégal. Pour en parler, Remue Ménage reçoit ce dimanche Cheikh Oumar Ba, écrivain, sociologue et politologue, et Ousseynou Samba, enseignant-chercheur, spécialiste du droit pénal et coordonnateur général du bureau de l'information du justiciable à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Remue Ménage avec Alassane Samba Diop, c'est ce dimanche 10h-11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Dimanche 25 mars 2018, bienvenue à tous. Avec nous, Seydina Omar Ba, écrivain, sociologue et politologue, et Ousseynou Samba, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisé du droit pénal et coordonnateur général du bureau de l'information du justiciable à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques jours, la polémique entre pouvoir et opposition sur le parrainage pour la prochaine présidentielle. Le pouvoir parle de rationalisation des candidatures. Chaque candidat doit avoir 1% des électeurs, soit 65 000 inscrits. L'opposition, elle, parle de volonté des pouvoirs d'empêcher les candidatures de se faire voir le jour des élections. Ce système, le ministre de la justice parle d'une injustice à réparer puisque le système de parrainage ne concernait que les candidats indépendants. Il dit même que le système est déjà appliqué au local. Alors, Ousseynou Samba, quelle lecture faites-vous de cette polémique entre pouvoir et opposition autour du parrainage? Merci beaucoup Alassane de m'avoir invité encore une fois sur ce plateau-là pour débattre des questions d'actualité. Je salue mon co-débatteur, Cheikh Seydina Oumar Ba. Et ce que je regrette d'abord, c'est le manque de consensus qu'il y a à propos de cette affaire. Le Sénégal, en matière électorale, a toujours fonctionné sur la base de consensus, ce qui fait qu'on a toujours eu des élections apaisées. Mais un constat est là. À l'issue des élections législatives de 2016, on s'est rendu compte qu'il y avait 47 listes de partis politiques. Et il s'est posé le débat de la rationalisation. Or, rationaliser veut dire diminuer le nombre de listes ou de candidats aux élections présidentielles. Pour ce faire, il fallait trouver une solution. Et de mon point de vue, la solution, c'est soit les finances, c'est-à-dire augmenter la caution pour que les candidatures fantaisistes ne puissent plus exister, soit maintenant, du moins, agir sur l'électorat. Que pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles, il faut justifier d'une certaine représentativité. Aux élections législatives passées, sur les 47 listes de partis qui se sont présentées, il y en a au moins 40 qui ont en dessous de 1%. Est-ce que vraiment dans une démocratie normale, on peut avoir autant de candidats, autant de partis qui concourent au suffrage des Sénégalais alors qu'ils ne sont même pas capables de dépasser la barre des 1%? Raison pour laquelle il était question de voir est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un système de parrainage qui permette de dire que seules les personnes justifiant d'une certaine représentativité pouvaient se présenter aux élections présidentielles. Maintenant, la question est de savoir le seuil. Le principe même du parrainage, pour moi, ça ne pose pas problème. Donc, je disais comme tantôt, soit on augmente le montant de la caution, de sorte que les fantaisistes ne puissent plus se présenter, soit on agit sur l'électorat, il faut avoir une certaine représentativité. Maintenant, le débat pour moi devait tourner autour de combien? Parce que ce qui est exigé des indépendants, au Sénégal, les indépendants doivent justifier d'une certaine représentativité, c'est-à-dire avoir 10 000 signatures dans 6 régions en raison de 500 au moins par région. Donc cela se justifie pour eux parce qu'on suppose que c'est des personnes qui ne justifient d'aucune représentativité. Il n'y a aucune base politique derrière. Mais on sait qu'aujourd'hui, 90% de nos partis politiques n'ont aucune base politique.
À la limite, il y a certains candidats individuels qui sont beaucoup plus populaires que certains leaders de partis politiques. Donc, si on peut demander à ces candidats individuels-là des parrainages, je ne vois pas pourquoi on demanderait à des leaders de partis insignifiants, des partis dont on ne connaît même pas la signification, de ne pas être parrainés. Donc, pour moi, il faut trouver un moyen de pouvoir rationaliser, et le parrainage me paraît être un excellent moyen. Mais ce sur quoi il faudra discuter, de mon point de vue, c'est le taux. L'opposition n'est pas d'accord sur ce principe en disant que c'est une façon d'éliminer certains candidats qui pourraient faire face au président de la République en 2019. Omar Ba. Merci beaucoup. Tout d'abord, Alassane Samba Diop, de m'avoir invité sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu. Et merci aussi à mon ami Ousseynou Samba. Et merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce dimanche matin. Cette question, Alassane, doit être logée d'abord dans un contexte. Dans quel contexte intervient cette histoire du parrainage? On est dans un contexte dans lequel, depuis 6 ans, l'opposition et le pouvoir n'ont été d'accord sur rien, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a une rupture totale du dialogue politique dans ce pays. Alors que le Sénégal ne nous avait pas habitués à cela. Au moins sur le plan électoral, on avait un consensus autour de l'essentiel, l'organisation des élections. L'histoire du parrainage, il est vrai qu'il ne faut pas accepter un pléthore de listes électorales. 47 listes pour une élection législative, ça fait désordre quand même. Mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir si le fiasco dans l'organisation des élections législatives de 2017 était simplement dû à la multiplication des listes. Est-ce que c'est le nombre de listes qui a posé problème essentiellement? Je pense que ça faisait partie du problème. Mais l'essentiel était aussi dû à une mauvaise organisation simplement de ce scrutin-là. Et donc, ce qui me gêne un peu dans cette histoire de parrainage, c'est qu'on convoque la rationalisation, qu'on convoque les problèmes qu'il y a eu en 2017 lors des législatives pour légitimer la demande du système de parrainage. Je pense fondamentalement que la légitimité en démocratie, la légitimité politique procède des urnes. Est-ce que a priori on peut sélectionner? Est-ce qu'a priori il est permis en démocratie de sélectionner ceux qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas? Mais je n'ai pas de réponse. Monsieur Samba semble dire que la rationalisation, le parrainage peut être un moyen de rationaliser, mais je suis de ceux qui pensent que le véritable problème, à mon avis, en 2017 en tout cas, a été une mauvaise organisation, une mauvaise coordination de l'organisation des élections. N'oublions pas qu'en 2012, on avait 14 candidats à la présidentielle. Je me demande si, lors des élections présidentielles passées, on a déjà eu moins de 10 candidats. Je n'ai pas le souvenir. Donc, est-ce qu'a priori, on va demander aux gens de limiter leurs ambitions parce qu'on ne veut pas un pléthore de candidats? Je pense que ça fait un peu désordre en démocratie. Je ne soutiens pas la position de l'opposition qui dit qu'il ne faut rien faire, qu'il faut laisser comme ça aller, mais je pense qu'il y a d'autres moyens peut-être de rationaliser la caution, augmenter la caution. Là, je ne vais pas me faire des amis parce que les opposants demandent à ce qu'on baisse la caution. Mais je pense que sur le plan des principes, on ne peut pas a priori sélectionner ceux qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas dans une élection présidentielle qui est une relation personnelle entre un homme ou une femme et un peuple. C'est le sentiment que j'ai. Est-ce que la question de fond n'est pas une question de rupture de confiance entre les deux partis? Oui, c'est ça, malheureusement. Il y a une rupture de confiance entre les deux partis pour la bonne et simple raison que le système de parrainage peut favoriser les uns, défavoriser les autres. S'il n'y a pas de parrainage et qu'on a une pléthore de listes, cela augmente la probabilité pour qu'il y ait un second tour. Vous voyez, aux élections passées, quels que soient les moyens déployés par le parti au pouvoir, par la coalition au pouvoir, ils n'ont pas obtenu plus de 50%. Cela veut dire que si on était dans des élections présidentielles, il y aurait forcément un second tour. Et moins il y a de listes de candidats, plus il y a des chances qu'un candidat puisse arriver en tête avec plus de 50% des pourcentages. Donc, vous voyez, du moins des suffrages. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si c'est un calcul politicien qui est à l'origine de
de ce parrainage-là, je trouve que c'est totalement biaisé les règles de la démocratie. C'est uniquement si c'est pour rationaliser, effectivement, comme je l'ai dit. Mon ami Ba dit qu'il ne faut pas sélectionner. Je dis, la sélection, ce n'est pas l'État, c'est les populations elles-mêmes qui vont sélectionner. Parce que si elles n'ont pas confiance en vous, mais elles ne vous donneront pas leur signature. Moi, je dis, si on demande 100 000 signatures, ce qui n'est pas le cas, parce que 1%, comme vous l'avez dit, Alassane, c'est 65%. C'est 65 000 candidats. Mais les populations elles-mêmes procéderont aux candidats qui devront participer aux élections présidentielles. Ce n'est pas l'État qui va sélectionner, c'est les populations elles-mêmes. Si je vous fais confiance, je vous donne ma signature pour que vous puissiez vous présenter aux élections présidentielles. Si je ne vous fais pas confiance, je ne vous donnerai pas ma signature. Donc, on aura une présélection, mais cette présélection-là, elle se fait par le peuple lui-même. Parce que chacun amènera ses signatures. Maintenant, la faisabilité fonctionnelle, ça peut peut-être poser problème. Mais je pense que le fait d'imposer, du moins, de vouloir faire un parrainage, selon que l'on soit du côté du pouvoir ou que l'on soit du côté de l'opposition, peut être bon ou ne pas être bon. Plus il y a des partis, plus il y a des probabilités qu'il y ait un second tour. Moins il y a des partis qui se présenteront, moins il y aura des probabilités d'aller au second tour. Donc si les uns calculent en disant avec moins de candidats, je pourrais gagner dès le premier tour. Si les autres disent qu'avec une multitude de candidats, il ne gagnera pas au premier tour, et on sait qu'au Sénégal, généralement, comme on dit, celui qui arrive au second tour, si les candidats, si le challenger, généralement, on a tendance à voter pour lui, ou en tout cas à voter contre celui qui est au pouvoir. Donc, on compte sur un probable deuxième tour pour pouvoir évincer le candidat qui est présent. Les autres comptent sur le moins de candidats possible pour pouvoir passer au premier tour. Ce sont ces calculs-là, peut-être, qui vont fausser le raisonnement démocratique. Mais maintenant, comment trouver le consensus dans cette histoire-là, le juste milieu, pour que l'opposition ne se sente pas lésée, que le pouvoir réussisse à mettre en place le système qu'il veut pour qu'il y ait une rationalisation des choses? Alors, Alassane, il sera très difficile dans ces conditions-là, dans le contexte actuel, de trouver un consensus. Dans la mesure où l'opposition a le sentiment que le président de la République, au lieu d'organiser un dialogue, est en train de dérouler un agenda politique qui doit le conduire à une réélection en 2019. C'est de bonne guerre, parce que quand on est président sortant, on se donne tous les moyens pour être réélu. Il y a un plaisantin, sans doute, qui disait qu'en Afrique, les présidents sortants n'organisent pas des élections pour les perdre. Mais je pense que ce n'est pas que l'Afrique. Quand on a un mandat et qu'on a le droit à un deuxième mandat, on se donne les moyens. Mais je pense que la démocratie, c'est une question de gentleman aussi. On ne peut pas sélectionner ou présélectionner ses adversaires. Parce que vous avez tantôt dit, et je suis d'accord, que finalement le parrainage, c'est le peuple qui va sélectionner. C'est vrai. Mais c'est la proposition de loi, le projet de loi, n'oublions pas que ça procède du Conseil des ministres. Ça vient du Conseil des ministres portant révision de la Constitution et du Code électoral. Et que donc, ils ont le sentiment, l'opposition, que si le président de la République décide d'un système de parrainage, c'est parce que cela s'inscrit dans sa logique qui, depuis 6 ans, doit lui permettre d'avoir un deuxième mandat. Parce qu'il en a sélectionné des candidats. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails judiciaires, politico-judiciaires, non. Mais le sentiment est largement partagé que si le président de la République décide cela, ou en tout cas propose cela, ce n'est pas pour que les élections soient libres et transparentes, comme on dit, mais c'est pour aussi se donner des chances d'être élu. Sur le plan purement politique, on n'a rien à dire sur le plan politique. Mais est-ce que cette stratégie-là sera de nature à apaiser le pays, à apaiser le climat social? Parce qu'on est dans une période de tension politique, quoi qu'on dise. On n'est pas dans la rue en train de casser, en train d'affronter la police, mais on sent quand même un climat de tension qui, depuis un certain nombre d'années, plombe le pays. Parce que quand on parle de dialogue politique, Alassane, souvent, l'opposition et le pouvoir pensent aux élections législatives, locales, présidentielles. Mais le dialogue politique, c'est au-delà de ça. Pour moi, le dialogue politique doit concerner plusieurs problèmes. Aujourd'hui, on parle de l'éducation, les enseignants sont dans la rue, les médecins sont dans la rue, les transporteurs, le pays est en ébullition et sera davantage en ébullition jusqu'en 2019. Ces questions-là doivent ou devraient faire partie de ce qu'on appelle aussi le dialogue politique. Mais dès lors qu'on parle de dialogue politique dans ce pays, Alassane, comprenez qu'on parle d'élection, qu'on parle de scrutin, qu'on parle de fichier électoral, alors que la question du fichier électoral et de l'organisation des élections dans ce pays, le Sénégal a fait de grands pas en avant.
On ne devrait pas reculer. On ne devrait pas aujourd'hui, en 2018, être en train de parler du système de sélection des candidats, du système de distribution des cartes d'électeurs, du système de d'épuration du fichier électoral. Je pense que tout ceci mis ensemble concourt à un climat qui n'est pas, me semble-t-il, favorable à un apaisement des élections en 2019. Et il faut le regretter, je pense. Ce climat aujourd'hui qui semble être délétère, est-ce que l'opposition qui appelle à manifester le jour du vote de cette loi sur le parrainage, on peut s'attendre à avoir des problèmes comme ceux qu'on a vécu le 23 juin? On ne peut rien présager. Est-ce que le contexte et le prétexte... Le contexte et le prétexte ne sont pas les mêmes. Ce qui a poussé les gens à sortir le 23 juin n'a aucun rapport avec ce qui fait cette proposition de loi de modification de la Constitution. Je n'ai pas beaucoup de crainte par rapport à ça. Je ne vois pas les Sénégalais sortir en masse dans la rue pour s'opposer au vote de ce projet de loi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trop d'enjeu. Les gens, quelque part, sont un peu dans la désaffection. Parce que ils pensent objectivement que les politiques ne sont là que pour eux. Comme il l'a dit, quand on parle de dialogue politique, c'est au-delà d'élections. Aujourd'hui, le pays est en ébullition, l'enseignement, la santé. Mais est-ce qu'on a vu les partis politiques se réunir pour en discuter? Non, ça ne les intéresse pas. En fin de compte, les gens se disent que comme ces gens-là ne sont là que pour eux, mais quand ils ont des problèmes à régler, qu'ils les règlent par eux-mêmes. Si vous regardez la dernière manifestation à la place Washington, mais vous vous rendez compte, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, les gens ont montré quelque part qu'ils ne suivaient plus à l'aveuglette ces mots d'ordre ou bien ces appels. Est-ce que leur intérêt y était, ou n'y est pas? Mais je ne pense pas que les Sénégalais trouvent exactement un quelconque intérêt dans le fait de dire qu'il faut des parrainages ou pas. Pour eux, ce qui est important, c'est que les élections se tiennent et que les élections se tiennent de manière démocratique et de manière transparente. Pour moi, le débat, en termes de solution, c'est qu'il faut que l'on sache couper la poire en deux. Les montants qui étaient proposés, on les révise. Le chiffre de 1% qu'on révise et on trouvera probablement un moyen, un consensus entre les mouvances de la présidence et les partis qui sont dans l'opposition. Mais il ne peut pas ne pas y avoir de solution pour rationaliser. Oui, Ababakar Fall de la société civile avait proposé la mise en place de comités de validation du parrainage où la Sénat sera présente. Il y aura aussi l'administration territoriale, le greffier du Conseil constitutionnel et des gens de la société civile pour qu'ils puissent, tous les dossiers qui ont été parrainés, les examiner pour éviter les rejets, les cartes périmées, entre autres, comme ce qui est arrivé à Youssou N'Dour en 2012 où certaines signatures étaient fausses, pour voir tout ça qui permettent aujourd'hui à ceux qui vont aller dans le parrainage d'avoir des listes consensuelles. Est-ce que c'est une piste de réflexion? Alors, on touche là, je pense, le fond du problème en réalité. Quand je parlais tout à l'heure de notre difficulté aujourd'hui à organiser des élections et à coordonner l'organisation des élections, on aura aussi des problèmes pour organiser cette histoire de parrainage. Parce que si chaque candidat doit chercher 60 000 65 000, mais comment on va s'assurer... Les électeurs inscrits. Hein. Parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de candidature farfelue. Mais comment s'assurer que certaines signatures ne sont pas farfelues? Comment on vérifie ça? Comment on s'en assure? Parce que le syndrome du dans le sens de numérisation, c'est ça? La numérisation, mais on va peut-être faire un appel d'offres. On va confier ça à une société qui va encore engloutir quelques milliards pour nous faire un fichier. Non, mais c'est 65 000 personnes, c'est des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Oui. Qui seront dans le fichier de la DAF, normalement. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Youssou N'Dour en 2012? Il s'est trouvé que, au dernier moment, on lui a dit que certaines signatures n'étaient pas bonnes. Ou en tout cas, étaient farfelues. Donc, en tout état de cause, même si on arrive à un consensus et qu'on se dise qu'on va aller vers le système de parrainage, il y aura toujours la question de l'organisation, la question matérielle, technique et procédurale de la manière dont on va organiser ça. Et ça, c'est le défi majeur en réalité. Du commencement jusqu'à la fin, jusqu'à la proclamation des résultats, notre défi doit être d'organiser ce temps-là. Comment on organise du système de parrainage à la proclamation des résultats. Mais si on observe ce qui s'est passé, encore une fois, lors des élections législatives passées, bon, le pléthore de listes peut être une explication. Mais si on se
réfère à ça, on a toutes les raisons de craindre qu'en 2019, on aura encore des problèmes. Et l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. Parce que ici, on est dans une élection présidentielle qui quand même a son importance dans un pays, dans une démocratie, dans une république. C'est la première institution du pays. Et donc, c'est la première personnalité du pays. Et je pense que la responsabilité de tous, y compris de l'opposition, qui semble bouder, qui semble à chaque fois quitter la table des négociations, la responsabilité de tous, c'est de faire des concessions aussi. Parce que le président de la République peut être dans son droit de vouloir un deuxième mandat. L'opposition est dans son droit de vouloir remplacer le président de la République. Mais le plus important, c'est qui? C'est nous, c'est vous, moi, c'est les Sénégalais. Qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Samba, sont aujourd'hui dans un désenchantement total. Parce que si aujourd'hui on ne peut pas s'attendre à un 23 juin 2018 ou 2018, c'est bien parce que les gens ont le sentiment que depuis des décennies, les gens qui sont là se remplacent entre eux, se connaissent entre eux, gouvernent le pays selon leurs convenances, partent, d'autres les remplacent et rien ne change pour eux. Et c'est ce désenchantement-là qui fait que personne aujourd'hui ne peut mobiliser autant qu'en 2011. Parce qu'en 2011, n'oublions pas que le 23 juin, sans doute il y a eu des appels, mais les gens sont venus spontanément. Parce qu'il était question de quoi? Il était question d'un changement total dans la configuration de la magistrature suprême. Le ticket, les cartes bloquants, tout ça a fait que les gens se sont dit stop. Et là, je ne pense pas que on soit dans les mêmes enjeux. Donc, je pense que la responsabilité de tous, encore une fois, c'est de faire en sorte que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions et que le vainqueur soit félicité et que le président en place aussi, même s'il est obsédé, entre guillemets, par un deuxième mandat, doit penser aux Sénégalais. Doit penser aux Sénégalais parce que c'est le Sénégal finalement qui compte et c'est les Sénégalais qui, le moment venu, vont faire le choix opportun. Et il faut leur donner la possibilité de le faire, notamment en organisant des élections en bonne et due forme. L'histoire des cartes d'électeurs qui ne sont pas retirées. Bon, l'autre fois, j'étais à la préfecture de Guédiawaye. Les cartes sont empilées, mais les gens ne viennent pas chercher. Dans toute la journée, il y a 4 personnes qui viennent chercher. Ça aussi, il faut que chacun y mette du sien pour que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Oui. Est-ce que la notion de recevabilité matérielle et celle juridique peut permettre aux mandataires de changer certaines cartes périmées, comme l'a suggéré Ababakar Fall, l'expert des élections aujourd'hui, pour permettre aujourd'hui de bien vérifier si le parrainage est effectif? Oui, parce que contrairement à ce que Ba a dit, je crois que nous avons au Sénégal suffisamment d'intelligence et de moyens pour pouvoir organiser techniquement la vérification des parrainages. Il suffit qu'on le décide à temps. Parce que si nous attendons la veille des élections pour tomber d'accord à 10 mois des élections, à 10 mois des élections, il faut que le consensus se fasse de la manière la plus rapide possible pour que dès à présent que l'on commence à mettre en place la logistique nécessaire pour pouvoir vérifier. Comme il s'agit de candidats, du moins d'électeurs inscrits, c'est-à-dire qu'on a les noms, on a tous les référentiels. Donc si on nous présente au niveau de chaque département, ou bien au niveau de chaque région, on installe une commission qui est chargée de vérifier les parrainages obtenus dans cette région-là. Qu'on ne centralise pas au niveau national. Que on fait remonter les résultats des signatures. Donc, de manière technique et de manière pragmatique, on peut le faire et on peut y arriver. Et vérifier effectivement, est-ce que les personnes qui sont dans la liste comme étant des signataires, effectivement, ont donné leur aval. Mais que ça se fasse à la base. Mais je dis, pour cela, il faut que le consensus soit très rapidement trouvé, que l'on commence à mettre le dispositif très rapidement en place et que je suis certain qu'on peut aboutir, on peut le faire. Mais est-ce que là, au fond, comme l'a dit Seydina Omar Ba, opposition et pouvoir, est-ce que les Sénégalais les intéressent? Non, malheureusement, comme j'ai dit tantôt. C'est pourquoi je dis, quand les gens appelleront le jour de ce vote-là, ils verront personne. Il a effectivement raison, le 23 juin, personne n'a appelé personne. Les gens sont partis à l'Assemblée nationale parce qu'ils savaient qu'il y avait un enjeu majeur. On n'avait pas besoin d'être appelé. Quand les problèmes cruciaux du Sénégal se posent, on a besoin d'appeler personne. On a besoin de l'information pour le faire. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens ont le sentiment que ceux qui sont là ne sont là que pour eux. Et toute la bataille qu'ils font, c'est se maintenir au pouvoir ou bien remplacer celui qui est au pouvoir. Mais ce n'est pas le lendemain, l'avenir et le devenir des Sénégalais qui les intéressent. Et par conséquent, je ne vois pas comment ils pourraient mobiliser.
Je rappelle que vous suivez Rémi Ménage, qui a comme invité Ousseynou Samba, enseignant-chercheur à l'UCAD, spécialisé en droit pénal et coordinateur général du bureau d'information de justiciable à l'UCAD, et Seydina Omarba, écrivain, sociologue et politologue. Seydina Omarba, cette semaine aussi a été très chargée en actualité par rapport à Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France, qui a été mis en examen, inculpé, comme on le dit chez nous ici au Sénégal, dans le cadre du financement du financement de sa campagne en 2017 par l'argent des Libyens. Mais dans ce débat qui s'est posé, Ziad Tagdine, qui est l'un des protagonistes du soir, a cité le Sénégal en parlant du président Abdoulaye Wade et de son fils qui aurait reçu l'argent des Qataris. Alors, Alassane, cette affaire révèle vraiment la face la plus sombre, je pense, de la géopolitique et des relations internationales. Car vous avez un ancien président de la République française qui aurait bénéficié de fonds de quelqu'un que la France et les Occidentaux ont toujours considéré comme un dictateur, sanguinaire, criminel. Je rappelle que c'est sous la France de Nicolas Sarkozy que la Libye a été reçue en grande pompe en France, à Paris, dans les jardins de la République. On se rappelle de la fameuse tente de Kadhafi. Ramayad avait d'ailleurs dit, et on lui a cloué le bec, avait dit que la France n'était pas un paillasson sur lequel on vient essuyer ses pieds. C'est ça que Ramayad avait dit. Et c'est aussi sous la France de Nicolas Sarkozy que la France a vendu des armes à la Libye. Que la France a proposé et vendu du matériel d'espionnage à la Libye qui a permis à Kadhafi de traquer ses opposants, de les suivre, de les incarcérer, de les torturer parfois. Et c'est la France de Nicolas Sarkozy aussi qui a essayé, il n'est pas arrivé à ses fins, qui a essayé de vendre du nucléaire, s'il vous plaît, à Kadhafi, considéré comme donc un dictateur sanguinaire. Et c'est ce même Kadhafi qui aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et donc Nicolas Sarkozy se réveille en 2011 pour se rendre compte que Kadhafi était un dictateur sanguinaire et qu'il fallait s'en débarrasser. Bon, cela révèle une dimension éminemment personnelle dans cette affaire. Or, la loi est censée être générale et impersonnelle, et donc le droit international. N'oublions pas que c'est sous mandat des Nations Unies que l'OTAN, et en tête la France et le Royaume-Uni, voilà, sont partis bombarder. Tout à fait. Alors qu'il s'agissait d'une zone d'exclusion aérienne. Les frappes n'étaient même pas systématiques. Et donc ils sont allés jusqu'à tuer le colonel Kadhafi. Il se dit que le jour de sa mort, il y avait une 50aine de forces spéciales françaises. Il se dit même, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, que la balle qui a tué Kadhafi venait d'une force spéciale française. Donc on est là dans une histoire rocambolesque qui, comme vous venez de le dire, touche un peu le Sénégal, voire beaucoup. Parce que quand on dit que 20 millions de dollars ont été remis au président Wade, je ne sais pas si c'est vrai, et je pense même que ce n'est pas vrai. Je le pense, c'est personnel. Je pense que cette histoire de 20 millions, on n'a aucune preuve matérielle, et 20 millions de dollars, c'est pas rien. Donc mais n'oublions pas aussi que si vraiment Maître Wade a été mêlé à cette affaire, de quelque manière que ce soit sur le plan financier, le temps nous le dira. Parce que Sarkozy a été élu en 2007, il n'aurait jamais imaginé qu'en 2018, il serait mis en examen. Pourtant, il le faisait en pensant que c'était possible de cacher tout ça. Et donc, concernant le Sénégal, je pense que cela pose un véritable problème de souveraineté de nos pays et de nos organisations internationales et régionales. Car de quoi il s'agit? Kadhafi s'est lié d'amitié avec Nicolas Sarkozy, qui était en train de vouloir être président, pour se redonner une bonne image internationale. Mais c'était pas simplement pour ça. Ça, c'était un moyen. C'était pour être un leader en Afrique. Mener le lead en Afrique. Et il ne voulait pas que la France, qui a un précaré en Afrique, soit un obstacle à ce leadership-là. Donc, il s'est mis dans la poche, entre guillemets, Sarkozy, pour pouvoir s'imposer comme un leader de ce qu'il a appelé, à un moment donné, les États-Unis d'Afrique. Et donc, il a fallu que Kadhafi soit se lier d'amitié avec un président ou un futur président français pour s'imposer en Afrique. Vous voyez un peu le problème? Il faut passer par la France pour venir s'imposer en Afrique. Et concernant Maître Wade, il était un soutien de Kadhafi.
il a fallu que la France de Sarkozy lui demande d'aller légitimer la Commission nationale de transition pour le CNT pour qu'il ait. Je rappelle que les membres de la CNT sont venus à Dakar, ont été reçus. Le chef de délégation était Ali Zeidan, envoyé spécial du président de la commission. Il y avait aussi Bernard-Henri Lévy, le fameux Bernard-Henri Lévy. Il y avait aussi la personne en charge de la coordination des relations avec la France. Vous voyez? Donc la France est toujours là. Donc là, cela pose vraiment un problème de souveraineté. Si aujourd'hui on dit que l'ancien président de la République sénégalaise, l'ancien président de la République française sont mêlés de près ou de loin à cette affaire de guerre en Libye, qui s'est soldée par ce que nous savons. Le chaos total. S'ils se sont vraiment ligués pour éliminer Kadhafi et pour installer le chaos, c'est que vraiment la France et le Sénégal ne sont pas deux pays, c'est un seul pays dirigé et l'idée par la France, tout simplement. C'est comme ça que je lis les choses. Quelle lecture faites-vous de cette... Moi, j'ai eu une lecture peut-être un peu différente, encore une fois, de Ba, quand il est assez catégorique sur le fait que Wade n'ait pas eu à toucher l'argent. Je ne serai pas aussi catégorique que ça. Je dis que je pense que c'est pas vrai. Ouais, donc c'est personnel. Hein. Moi, en tout cas, les prémices. Déjà, lorsque un juge français met en examen quelqu'un, encore un président de la République, c'est parce qu'il pèse sur cette personne-là des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation. Et les faits, quelque part, en tout cas, donnent des indices qui laissent croire. Parce que, comment pouvez-vous comprendre, Alassane? Les Libyens ont racheté le retour sur le plan international. Kadhafi, entre guillemets, s'est donné une nouvelle virginité avec son argent. Il a commencé par les Américains et les Anglais avec l'attentat de Lockerbie. Les indemnisations. 2,7 milliards de dollars payés à 270 familles en raison de 10 millions de dollars par famille. C'était la condition. Et Kadhafi avait conditionné le versement à la levée progressive des sanctions. D'abord, les familles recevront 4 millions si les Nations Unies lèvent les sanctions. Ensuite, 4 autres millions si les États-Unis lèvent leurs sanctions unilatérales. Et enfin, les 2 derniers millions si les Américains enlèvent la Libye de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Vous voyez que donc c'est à coût de milliards de dollars que la Libye est revenue sur la scène internationale. Avec l'appui de la France. Parce que la Libye savait que sans l'appui de Sarkozy, en tout cas du président français, ses ambitions par rapport à l'Afrique, il ne pourrait pas les réaliser. Mais on sait les relations très amicales que Wade a eues avec Muammar el-Kadhafi. Est-ce vrai ou pas? On nous a parlé de l'histoire de la mallette contenant les 300 millions et autres. Wade distribuer de l'argent aux pays africains comme pas possible. En vue de mettre en place, du moins, Kadhafi de distribuer de l'argent aux chefs d'État africains comme pas possible. Parce qu'il avait une ambition, c'est les États-Unis d'Afrique. Mais pire, quand la France a voulu faire partir Kadhafi, ils ont envoyé qui? Abdoulaye Wade. L'avion Abdoulaye Wade était escorté par quoi? Par des mirages français. Cela veut dire que c'est une grosse nébuleuse, comme vous l'avez dit, mais Kadhafi a utilisé ses moyens financiers énormes pour se pouvoir faire une nouvelle personnalité, pour pouvoir revenir sur le plan international, ce qui fait que nier que les uns ou les autres ont reçu. Je ne suis pas très catégorique, mais je répète, comme on est dans une procédure judiciaire, le principe de la présomption d'innocence voudrait que l'on attende de voir ce que les juridictions françaises diront. Est-ce qu'ils déclareront Sarkozy coupable ou pas? Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est à coût de milliards de dollars que le président Kadhafi a acheté quasiment tous les leaders du monde pour pouvoir revenir sur la scène internationale et se faire une nouvelle image. Et le silence de la justice sénégalaise dans tout ça? Dans cette affaire de Sarkozy, le silence de la justice sénégalaise? Je pense que la justice sénégalaise est un peu désarçonnée. Parce que voyez-vous, la mise en examen d'un président français pour ce genre d'affaires, ça ne s'est jamais produit sous la Ve République française. C'est un séisme. Hein? C'est un séisme. Ouais. Je pense que la justice française est désarçonnée, de même que la justice sénégalaise. Mais la justice... Là, tout à l'heure, M. Samba a dit que pour mettre en examen en France, il faut des indices graves et concordants. C'est vrai. Pour Sarkozy, les indices sont là. Hein. Parce que le dossier, c'est 25 volumes. 25 tomes.
Donc, j'ai écouté d'ailleurs récemment Fabrice Arfi qui dit de Mediapart, qui disait que c'est vraiment manquer de respect à la justice française que de penser qu'elle a mis en examen Sarkozy simplement sur la base d'un article de Mediapart et d'une déclaration de Takieddine. Non, c'est plus que ça. Donc pour Sarkozy, les choses sont très mal engagées. Si vous passez l'expression, il est dans de sales draps. Mais Sarkozy, c'est la France. Abdoulaye Wade, c'est le Sénégal. Donc ici aussi, je pense que pour mettre en examen, il faut des indices graves et concordants, inculpés, comme on dit. Il faut des indices graves et concordants. Mais les 20 millions de dollars dont il est question, c'est sorti de la bouche de Takieddine, qui dit que c'est le Qatar qui aurait financé cela pour qu'Abdoulaye Wade accepte de lâcher Kadhafi et de se mettre du côté de la France et de la CNT. Donc là, ce n'est qu'une déclaration. C'est pour ça que je me dis que si vraiment il apporte des preuves matérielles, peut-être que la justice sénégalaise pourrait être saisie et ce serait de bonne guerre. Mais pour le moment, ce n'est qu'une déclaration. Les déclarations de Takieddine concernant Sarkozy sont étayées par des preuves matérielles. Mais vraiment des preuves que Sarkozy lui-même a du mal à démonter. Et il s'enfonce tout seul quand il a montré un document en direct sur TF1 en lisant un procès-verbal des juges, en disant une chose qui était complètement fausse. Parce que le document que Mediapart avait sorti et que Sarkozy avait qualifié de faux a été authentifié. C'est un vrai document en réalité. Et même la signature a été authentifiée. Donc la justice française a des raisons, de sérieuses raisons de mettre en examen M. Sarkozy. Ce qui n'est pas le cas de la justice sénégalaise. On connaît les difficultés que nous avons sur le plan judiciaire. On connaît le peu de moyens que nous avons pour pouvoir gérer ce type de problème. On en a eu récemment avec des dossiers, on a lancé des commissions rogatoires un peu partout et on a vu ce que ça a donné. Donc pour nous, c'est un peu plus difficile de dire que un tel a reçu ou n'a pas reçu. Mais si vraiment tel est le cas, je pense que ce ne sera pas simplement à la justice sénégalaise de régler ce problème, mais Maître Wade pourra être attrait devant d'autres juridictions. Il y a eu aussi des accusations de Saïf el-Islam, le fils de Kadhafi, qui a accusé aussi notre ancien président d'avoir reçu d'un financement du Qatar. Et bizarrement, Karim Wade, qui a été aussi gracié au Sénégal, se trouve au Qatar. Alassane, il y a tellement de zones d'ombre et de faits qui, quelque part, pourraient corroborer ces dires. Hier, vous étiez un de mes meilleurs amis. Sans que vous ne me fassiez rien, vous devenez mon pire ennemi. Entre Wade et Kadhafi. À un certain moment, Kadhafi était l'un des meilleurs amis de Wade. Qu'est-ce qui justifie que, parce que les Occidentaux ont trouvé qu'il est devenu un sale type, que forcément il est aux yeux de Wade? Moi, je dis qu'il y a, lorsque des informations aussi graves sont soulevées sur un chef d'État, il est de la responsabilité de l'État du Sénégal, ne serait-ce que d'ouvrir une enquête préliminaire. Pour moi, c'est un minimum. Ouvrir une enquête préliminaire. On accuse les Qataris d'avoir financé Kadhafi du moins Abdoulaye Wade pour qu'il lâche Kadhafi, parce que c'était peut-être le seul problème qu'ils avaient pour l'atteindre. Pour vous montrer à quel point leur relation était solide. Il faut le lâcher pour que nous puissions l'atteindre. Ensuite, le fait que Karim Wade ait bénéficié d'une grâce présidentielle et se soit réfugié au Qatar, venu chercher par le procureur, qui plus est. Parce que je ne vois pas dans une affaire internationale, de relations internationales, qu'est-ce qu'un procureur vient faire. On m'aurait envoyé un émissaire du ministère des Affaires étrangères, je comprendrais. Mais le procureur, ça pose un problème. Donc c'est pourquoi je dis, si des informations aussi graves ont fuité, des personnes dont les déclarations sont reçues en France, parlant de financement occulte, il paraît, de mon point de vue, nécessaire qu'on puisse ne serait-ce qu'ouvrir une enquête préliminaire pour voir exactement quels sont les tenants et les aboutissants. Pour moi, c'est un minimum que l'on puisse faire. Est-ce que cela ne pose pas quelque part le débat sur la grâce accordée à Karim Wade, la transparence dans cette grâce? Pourquoi les Qataris sont venus chercher Karim Wade au Sénégal, l'amener au Qatar, et depuis il est au Qatar, il ne sort pas du Qatar? Alassane, je pense que de toutes les affaires qu'il y a eu dans ce pays, celle concernant Karim Wade est la plus sombre et la plus nébuleuse. Nous avons vraiment un véritable problème de transparence dans ce pays et d'accès à l'information. Car voyez-vous, ce monsieur a été accusé quand même d'enrichissement illicite à hauteur de plusieurs milliards, dizaines de milliards. C'est donc l'argent des Sénégalais, a priori. On a mis en branle des commissions rogatoires. On a dépensé l'argent des Sénégalais. On a cherché un peu partout et à un moment donné, on est arrivé à une somme
dont on dit qu'il s'est enrichi illicitement. Donc, il milliards. a été condamné. Donc, ils nous doivent de l'argent. Vous, Alassane, moi, Monsieur Samba, Karim Wade nous doit de l'argent. Et on nous dit que aussi longtemps qu'il sera au Qatar, bon, il peut rester là-bas. Il n'a pas à rembourser. Mais dès qu'il est là, il n'a qu'à savoir qu'il va rembourser. Donc, le vrai problème n'est pas l'argent qu'il nous doit. C'est donc le fait qu'il y a un enjeu politique majeur dans ce cercle-là, dont les Sénégalais ignorent tout. Nous ne savons pas pourquoi M. Karim Wade a été gracié la nuit. Il est parti la nuit dans un avion qui est venu exprès pour cela, parti avec un procureur du Qatar. Mais pourquoi un procureur? C'est quand même ubuesque. Et pourquoi Karim Wade n'a pas pu aller chez lui? On va pas revenir sur tout ça. Mais c'est pour vous dire que, même si je ne suis pas d'avis, je ne suis pas certain que Wade a reçu autant de... Peut-être qu'il en a reçu moins. Hein. Mais moi, c'est les 20 millions que voilà. Donc, je ne peux pas être formel. Même si je ne suis pas sûr de ça, il est au moins certain qu'on nous cache des choses dans cette affaire. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Pourquoi les Sénégalais n'ont pas le droit de savoir les conditions dans lesquelles M. Karim Wade a été libéré, les conditions dans lesquelles il vit là-bas. Et je plains aussi ceux qui considèrent que Karim Wade est leur candidat. Parce qu'un candidat qu'on ne voit pas, avec qui on ne discute que sur WhatsApp, qui fait des déclarations intempestives, et qui n'est jamais là, qui ne peut même pas être là, comment voulez-vous que les Sénégalais fassent confiance aujourd'hui à la classe politique? Et cela pose un problème majeur, parce que si jamais le Parti démocratique sénégalais n'a pas de candidat en 2019, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Voilà, donc je m'en arrête là pour l'instant. Mais pour vous dire simplement que cette affaire est complètement sombre et ubuesque, et il revient aujourd'hui aux autorités de notre pays de nous éclairer, à commencer par la justice, naturellement. Oui, comme il l'a dit, si le Parti démocratique sénégalais qui considère Karim Wade et son candidat ne peut pas être candidat en 2019, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que quand même, c'est la première force politique de l'opposition au Sénégal. Et c'est là une grosse inquiétude, d'autant plus qu'ils disent qu'ils n'ont pas de plan B et que Karim Wade sera obligatoirement leur candidat. Je répète que l'État a un moyen juridique de l'empêcher d'être candidat. Pourquoi? Non. Il doit 163 milliards à l'État du Sénégal, contraint par le corps, 2 ans. Juridiquement et légalement, l'État a les moyens d'arrêter Karim Wade dès qu'il met pied au Sénégal, de l'envoyer en prison, contraint par le corps. Parce que quand vous êtes condamné à payer des dommages et intérêts, quand vous êtes condamné à payer une amende, si vous n'êtes pas capable de payer, l'État a le droit de demander à ce que cet argent-là soit transformé en jours prison. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Cela veut dire que l'État a... s'ils veulent jouer les bandits, si vraiment l'ambition de ceux qui sont au pouvoir, c'est d'éviter que Karim Wade ne soit candidat, cette possibilité-là existe, contrainte par le corps. Mais deuxièmement, Karim lui-même a dit qu'il n'a pas la possibilité de revenir au Sénégal. Mais Alassane, Karim, il est français. Il n'a jamais quitté le Qatar pour aller en France. Mais il faut renoncer à sa nationalité française. Non, je veux dire, non, je ne suis pas dans son éligibilité. Je veux dire, pourquoi il est resté cloué au Qatar? Il n'est pas allé en France, il n'est pas allé en Angleterre, il n'est pas allé aux États-Unis. S'il est interdit de venir au Sénégal, entre guillemets, mais il peut aller ailleurs, où il peut rencontrer ses militants, les cadres du Parti démocratique sénégalais. Mais ce n'est pas le cas, il est resté au Qatar. Pour quelle raison? Est-ce que ce sont les termes de l'accord? Même les infractions les plus graves au Sénégal ne sont pas condamnées d'une interdiction de séjour sur le territoire sénégalais. A fortiori lorsque vous bénéficiez d'une grâce. Et lui-même, il a dit, les conditions de ma grâce ne me permettent pas de rester au Sénégal. Cela veut dire que c'est une grâce subordonnée à une interdiction de séjour au Sénégal. Ce qui n'existe pas dans la législation sénégalaise. Même si vous êtes condamné à une peine criminelle, on vous interdit de séjour dans le lieu où vous avez commis l'infraction. Dakar, Thiès, Diourbel, mais pas Sénégal. Mais a fortiori maintenant, quand vous avez été gracié, mais pire encore, comment peut-on gracier quelqu'un à qui on reproche d'avoir détourné plus de 163 milliards, alors que les voleurs de bœufs ne sont pas graciés? Cela veut dire que toute une nébuleuse autour de sa libération, et je doute fort que Karim Wade puisse revenir, et quelles seront les conséquences de l'absence de Karim Wade en tant que candidat, parce que les militants du Parti démocratique pensent qu'il sera leur candidat, il sera là, ça demain seul nous le dira. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation
de Karim Wade par rapport à sa candidature ne doit pas être réglé par le Parti démocrate sénégalais, parce que c'est un parti quand même qui a, depuis 1974, a été dans l'opposition, a mené des batailles démocratiques ici au Sénégal, a été au pouvoir pendant 12 ans, qu'il faut trouver une solution. Alors, Alassane, je vais vous renvoyer à une déclaration que Abdoulaye Wade avait fait. Je pense que c'est après la proclamation des résultats des élections législatives. Il a dit, une élection présidentielle organisée par le président Macky Sall, le PDS n'y sera pas. Pourquoi? Il l'a dit. Ça, c'est très lourd de sens. Cela veut dire que ce qui intéresse fondamentalement Maître Abdoulaye Wade, c'est que les charges qui pèsent sur son fils puissent être levées afin qu'un jour, peut-être pas en 2019, afin qu'un jour, son fils puisse être candidat à l'élection présidentielle. Vous pensez en 2024 pourrait être négociation sur cela, sur cette situation-là, que le PDS pourrait peut-être s'arranger avec ceux qui sont là pour lever les... Alors, en politique, il faut jamais dire jamais. Il peut tout arriver en politique. Mais je pense que si vraiment Wade va sur ce terrain-là, il se tire une balle dans le pied. Parce que je ne vois pas, d'ici 2019, les charges qui pèsent contre Karim Wade être levées. Parce que du coup, les Sénégalais vont dire à Macky Sall, mais attendez, vous êtes moqué de nous. Pendant autant d'années, vous avez accusé ce monsieur d'être à l'origine d'un enrichissement illicite. Il a été condamné et vous le laissez. Et après 2019, il n'y aura plus aucun intérêt parce qu'il ne sera plus candidat. Est-ce que vous pensez que le maintien de la candidature de Karim Wade par le Parti démocratique sénégalais peut être une façon de négocier pour après 2019? C'est possible? C'est probablement là ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils avaient dit qu'ils seraient leur candidat aux élections législatives de liste, il ne l'a pas été. Ils le disent, mais ils savent qu'il ne sera pas le candidat aux élections 2019. Ils sont en train de préparer l'après 2019. Comment faire pour redorer son blason pour qu'il puisse revenir après 2019? Il ne présentera plus danger pour Macky Sall. Parce que s'il respecte la Constitution, il ne pourra pas se présenter une nouvelle fois. Donc que Karim revienne ou ne revienne pas, ce sera le cas. Vous pensez que le président Macky Sall pourrait gracier Karim Wade après? Mais c'est possible. Comme il l'a dit, en politique, tout est possible. J'imagine que je pense qu'il n'y aura plus d'enjeu pour qu'il gracie Karim Wade. Je pense que... Et qu'entre-temps qu'il pourrait se rabibocher pour 2019, c'est ça? Vous voulez dire? Non, pas pour 2019. Pour 2019, si. Non, la plus grosse erreur politique que Macky Sall peut faire, c'est de s'allier à Karim Wade. Je ne suis pas certain qu'il ira au second tour. C'est clair. Non, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et je pense qu'en fait, celui qui tient les rênes, c'est Macky Sall, en réalité. C'est-à-dire que c'est à lui de lever ses charges, c'est à lui aussi de mener le lead. Mais je pense que Abdoulaye Wade se trompe s'il pense que Macky Sall pourrait en tout cas aider à lever les charges qui pèsent contre Karim Wade, je le pense. Et dans tout ça, dans ces négociations, ces manœuvres, ces discussions, et les Sénégalais? Les Sénégalais sont les dindons de la farce, Alassane. Nous sommes toujours les laissés pour compte. Le grand drame, c'est que tout se trame en haut uniquement pour gérer des intérêts crypto-personnels, des intérêts de pouvoir et de position, des intérêts de richesse. Mais les Sénégalais n'intéressent pas ceux qui sont au sommet. C'est ça la vérité. Parce que je répète encore une fois, si on peut gracier quelqu'un qui a été accusé et condamné pour avoir dilapidé près de 163 milliards, je ne vois pas pourquoi tous ceux qui sont à Rebeuss ne sont pas d'or. Ça, je ne le comprends pas. C'est normal. Absolument. Alors, bon, moi, j'ai commencé par les Sénégalais, je vais terminer par les Sénégalais. C'est-à-dire vous, moi, tout le monde. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tous ces débats nous apportent? On nous tympanise. C'est tout un tintamarre sur l'organisation de l'élection présidentielle. Je rappelle que depuis 2000, Abdoulaye Wade a sans doute fait beaucoup de mal aux Sénégalais. Parce qu'en 2000, nous étions très enchantés. Il pouvait nous demander tout, on l'aurait fait. Mais quand on voit ce qu'il a fait, bon, il a réussi certaines choses, mais quand on voit ce qu'il a fait jusqu'en 2012, on s'est dit, et que certains voient aujourd'hui Macky Sall comme la continuité de ce que faisait Abdoulaye Wade, on s'est dit, mais pourquoi on doit se dire que ces gens sont là pour nous, tout simplement. Et ça, c'est la question fondamentale. La question fondamentale, c'est la nation. Qu'est-ce qui fait nation? Qu'est-ce qui fait Sénégal aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rassemble, vous, Alassane? Vous, Ousseynou, qu'est-ce qui nous lie au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos ambitions personnelles? Le Sénégal, on n'a pas le droit de brader ce qui fait nation chez nous. Et ces bisbilles politiques, si on n'y prend pas garde, peuvent
causer des problèmes qui seront irréversibles. Et cela, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons tous faire bloc autour de ce qui fait nation, ce qui fait Sénégal. Maintenant, la confrontation politique, c'est normal. C'est fait comme ça. Mais il faut toujours que nous travaillions à savoir quel Sénégal nous voulons et quels Sénégalais nous sommes et que nous voulons aussi rester. Voilà, point final à Remue Ménage. Je remercie Seydina Omar Ba, écrivain, sociologue et politologue, et Ousseynou Samba, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisé en droit pénal et coordinateur général des bureaux d'information du justiciable à l'UCAD. À la technique Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.